Madame, monsieur, bonjour. Comment se porte le département des Pyrénées-Atlantiques? Quel est l'état de ses infrastructures ferroviaires? Quel avenir pour ses agriculteurs et ses stations de ski? Comment tourner la page ETA? Quelle place pour l'ours dans les Pyrénées? Jean-Jacques Lasserre, président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, est aujourd'hui l'invité de Dimanche en politique. Jean-Jacques Lasserre, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes à la tête d'un département important de ce pays. La contestation est présente sur le territoire. Comprenez-vous cette contestation, ces mouvements sociaux actuellement? Écoutez, je les comprends. Je les comprends parce que je suis français, je connais les habitudes, la propension des Français à être inquiets et parfois outre mesure. Je ne dis pas que c'est le cas en permanence maintenant. Dans notre département, bien entendu, il y a des inquiétudes. C'est l'inquiétude des gens qui, à la fois, vous savez, dans l'esprit des gens, il y a des choses qui se télescopent, qui veulent absolument assurer leur avenir, l'avenir de leurs enfants, qui souhaiteraient que les choses changent, parce qu'elles n'ont pas toujours changé alors qu'il y avait urgence, et qui, lorsqu'ils sont confrontés à la difficulté, considèrent qu'après tout, c'est trop tôt, c'est trop fort, et donc dans beaucoup de domaines, bien entendu, nous avons de la contestation, sur tous les sujets d'ailleurs, qui défraient la chronique en ce moment. Alors justement, cette contestation, vous la comprenez. Pour autant, est-ce que ce pays est impossible à réformer? Ne faut-il pas pour autant changer certaines choses? Écoutez, il y a une chose qui m'interroge. Je pense que le président de la République, parce que c'est lui qui initie toutes ces réformes, a pour lui quand même, et je partage les élans qu'il veut essayer de donner, il a pour lui l'avantage d'avoir en face de lui des personnes qui ont été en responsabilité, qui souhaitaient que les choses changent et qui n'ont pas eu pour différentes raisons. Est-ce l'absence de volonté? Est-ce la conjoncture? Qui n'ont pas eu la possibilité d'essayer de faire ce qu'ils essaient de faire. Sur le fond, ces orientations sont plutôt bien perçues. Et je crois qu'actuellement, d'ailleurs les sondages montrent... Vous êtes en face avec lui sur toutes les réformes engagées à l'heure actuelle? Sur toutes les réformes, bien entendu, il y a des endroits sur lesquels je m'interroge. Mais lorsqu'on réforme la SNCF, que voulez-vous? On ne pouvait pas imaginer laisser perdurer un système qui a abouti à 50 milliards d'euros de dette. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Un système qui a abouti, non seulement la dette existe, mais pour un service, qui est un service de notoriété publique, totalement insuffisant. Donc, l'ensemble des Français et l'ensemble des formations politiques souhaiteraient qu'il y ait du changement. Sauf que maintenant, ce changement, il induit tellement, comment dirais-je, tellement de sacrifices, tellement de difficultés qu'il faut pouvoir l'assumer. D'autres domaines également que l'on pourrait... Le problème des retraites. Je suis responsable d'un conseil général. Je vois l'évolution de la pyramide des âges. Je vois l'allongement de la durée de vie. Je vois le système de retraite qui est fait de solidarité, non pas de placement. Donc il y a des nécessités qui s'imposent, qui sont quasiment mathématiques, c'est ce que vous voulez dire. Alors, faut-il développer davantage de pédagogie? Faut-il, comment dirais-je, prendre un peu plus de temps? Moi, je crois tout de même que les explications sont données. Mais je considère quand même que les actes de responsabilité qu'ils posent sont des actes qui sont nécessaires et qu'en tout cas, pour la plupart d'entre eux, pas tous, que je partage. Alors vous avez évoqué le conflit, notamment concernant la SNCF. Les cheminots ont lancé un mouvement de grève il y a un mois maintenant. Faut-il réformer ce statut? Est-ce pour vous indispensable pour sauver la SNCF? Moi, je pense que oui. Laisser perdurer cette situation alors que l'ensemble des pays européens a changé tout de même, et notamment laisser se pérenniser un service public qui n'est pas à la hauteur. Chacun sait qu'il y a des attentes, il y a des insuffisances. Justement, dans votre département, quelles sont les insuffisances au niveau des TER, puisqu'on parle beaucoup des TER qui sont défaillants sur l'ensemble du territoire? C'est également le cas sur vos terres? Bien sûr. Bon, mettons de côté le problème de la LGV. Moi, j'ai toujours été de ceux qui... On en parlera après. On en parlera après si vous le souhaitez. Je prends l'exemple de la liaison Bayonne-Pau. Je sais que dans mon département, pas mal de personnes, beaucoup de personnes, comptent sur cette liaison. Cette liaison ne fonctionne pas bien. Nous avons des petites lignes qui ne fonctionnent pas bien. Donc il est nécessaire d'apporter des modifications. Vous savez, on est dans un monde, c'est un poncif que de le dire, dans un monde qui change, qui nécessite beaucoup de déplacements. Et la SNCF n'est pas à la hauteur de l'enjeu, n'est pas au niveau du service qu'on est en droit de demander. Et qui plus est, elle est au-devant d'une dette abyssale. Vous savez, quand on crée une dette pour améliorer un service, ça peut encore se comprendre. Et en tout cas, c'est une attitude qui mériterait d'être prolongée. Mais là, nous avons à la fois des déficits d'exploitation colossaux,
colossaux. 50 milliards, c'est 5-6 fois moins que la dette de la France. Rendez-vous compte, des déficits colossaux et un service rendu qui n'est pas un service convenable. Et pour autant, ce constat, vous le faites, d'autres élus le font, mais vous n'arrivez pas à faire plier la SNCF pour obtenir un meilleur service et obtenir ce que vous payez, en quelque sorte. Vous n'arrivez pas à obtenir satisfaction. Pourquoi ? Qu'est-ce qui peut changer dans les attitudes, dans une bonne gouvernance? Alors, ceci étant dit, c'est plus facile à dénoncer qu'à exécuter. Je suis bien passé pour le savoir. Qu'est-ce qui peut changer les choses? Moi, je crois que l'ouverture à la concurrence va changer les choses. Vous y êtes favorable? Moi, j'y suis favorable parce que tout simplement, la concurrence, c'est la bonne mesure pour constater si ce que l'on fait est bien, si ce que l'on fait est insuffisant, si ce que l'on fait est perfectible. Dans beaucoup de domaines, l'ouverture à la concurrence, dans les télécommunications par exemple, a produit des effets, qu'on le veuille ou pas, des effets bénéfiques. Moi, je ne crois pas aux situations de monopole ou d'exclusivité des responsabilités qui peuvent conduire à l'insuffisance de la remise en question. Donc je pense que ces changements sont nécessaires. Vous avez évoqué la LGV, la ligne Paris-Bordeaux en 2 heures, c'est opérationnel, c'est officiel et le succès est là. Vous avez contribué, quand je dis vous, le département des Pyrénées-Atlantiques a contribué au financement de cette ligne entre Paris et Bordeaux. Vous l'avez souvent regretté, c'est toujours le cas ? Écoutez, je n'ai pas regretté que la liaison existe. J'ai regretté que la contribution financière des acteurs locaux ait été mise en place au mépris de toute justice, au mépris de toute équité. Songez une seconde, simplement à ceci. Notre département sera contributeur à plus de 80 millions d'euros, l'ensemble bayonnais à 25 millions d'euros, l'ensemble palois à plus de 20 millions d'euros. Dans le même temps, le département des Landes ne contribuera pas. La région que présidait Mme Ségolène Royal ne mettra pas un centime pour le financement de Poitou-Charentes. Voilà. Et donc je me suis toujours insurgé devant cet état de fait. Et je n'ai pas été écouté, je le regrette énormément. Mais c'est une injustice, insoutenable, inacceptable. Alors, ce qui s'est passé est scandaleux. La droite, d'ailleurs, il y a sa part de responsabilité. La gauche, beaucoup plus. J'ai toujours essayé de dénoncer cette affaire-là. Ça ne veut pas dire que je suis opposé à la LGV. Mais vous savez, il y a des types de chantiers. Il y a des types de chantiers qui nécessitent des tours de table de nature et d'allure différentes. Demandez à des collectivités locales que sur un projet européen, jusqu'à preuve du contraire, Paris, Bordeaux, en passant par le Pays Basque, avoir la question du Pays Basque et allant jusqu'à Madrid, ce n'est pas un projet sur lequel on demande aux collectivités locales d'apporter leur financement. Dès le départ, la maquette financière de ce projet n'a pas été une bonne maquette. Et vous n'avez pas réussi pour autant à vous faire entendre sur ce projet-là, mais votre angoisse ou votre colère pourrait être apaisée si toutefois cette ligne arrivait jusqu'à Bayonne ou Pau prochainement. Pour autant, ce n'est pas gagné si on voit les projets de développement de la ligne LGV. Tout à fait. La position que j'ai défendue, c'est de dire, allez, je n'étais pas opposé à la contribution de notre département, mais je souhaitais que tous les départements le fassent dans des conditions d'équilibre entre eux et dans des conditions de réciprocité lorsque nous irions vers le sud. Ces conditions n'ont pas été respectées. Et j'ai encore des écrits, des délibérations. La seule chose que j'ai réussi à sauver, s'agissant des finances départementales, c'est que nous avons réussi à faire admettre que notre contribution serait diminuée de 30% tant que les dessertes de Bayonne et de Pau ne seraient pas assurées. J'ai réussi à faire admettre ce principe-là, chose que l'agglo de Pau n'a pas réussi à faire admettre parce qu'elle n'a pas posé de problème. Idem pour l'agglomération de Bayonne, c'est la seule chose que j'ai réussi. Mais ce que je regrette, c'est la situation de totale injustice, d'iniquité par rapport à ce financement. Un dernier mot sur la LGV. Est-ce que vous croyez encore à la possibilité de développer cette ligne au-delà de Bordeaux, c'est-à-dire vers le sud de la région, vers votre département ? Je le crois. Je vais vous dire pourquoi. Faute d'alternatives techniques au déplacement des personnes, et je ne vois pas. En aérien ou d'autres procédés commencent à être évoqués. Je ne vois pas d'autres alternatives pour rejoindre rapidement, dans de bonnes conditions de sécurité, Bayonne-Pau, à Paris notamment. Donc je pense qu'un jour, la raison, le besoin l'emporteront. Mais l'échéance est peut-être plus lointaine que ce qu'on a pu imaginer à une époque. L'échéance est lointaine pour toute une série de raisons, d'acceptation sociale, juridique, financière notamment. Si demain nous avions les financements, je pense qu'il y aurait davantage d'ardeur, davantage d'allant pour évoquer ces sujets. Mais il suffit de voir d'ailleurs l'évolution de Bordeaux depuis que Bordeaux est relié. S'agissant de Pau, s'agissant du Pays Basque, allez, une heure et demie supplémentaire de gagner par voie ferroviaire provoquerait
bien entendu un développement économique, tous azimuts d'ailleurs, que l'on ne peut ignorer. Un mot également sur un projet qui existe sur votre territoire, toujours en termes d'aménagement et de lignes ferroviaires, c'est la ligne Pau-Canfranc. Alain Rousset pousse pour que ce projet voit le jour, très clairement. Vous y croyez ? Écoutez, j'en parle souvent avec le président Rousset. Au minimum, ce que je puis dire, c'est que sa certitude et la mienne sont beaucoup plus intuitives que fondées. Hein. Alors, moi, je vous le dis, intuitivement, mais j'ai regardé quand même le fond de ce dossier. Je ne crois pas que cette ligne sera promue à un grand avenir. Au départ, d'ailleurs, elle était évoquée pour essayer de régler le flux marchandises, le trafic marchandises. Maintenant, on parle essentiellement des transports de voyageurs. Lorsqu'on regarde la qualité technique de cette ligne, les investissements qu'il faudra faire, les retombées qu'on peut imaginer, hein, moi, je ne pense pas que ce soit actuellement au minimum une urgence qu'il faille travailler. Je n'y crois pas. A déjà investi énormément d'argent, ne serait-ce que pour lancer les projets, les études ou le début de restauration. Au-delà, la région a investi sur Oloron-Bedouce, hein, donc a investi, si je dis 150-200 millions d'euros. La région a pris la responsabilité de la couverture du coût d'exploitation. Je n'ai pas les chiffres là-dessus, donc je ne m'aventurerai pas. Alors que voulez-vous, le président Rousset est passionné par ce projet. Moi, je vous le dis, ce sont deux intuitions qui se télescopent. Vous ne partagez pas son avis et vous êtes inquiet quant à l'investissement fait par rapport aux résultats qui pourraient être obtenus. En tout cas, sur cette liaison avec l'Aragon, c'est de ça qu'il s'agit. Oui. Je pense qu'en l'état actuel des choses, mais vous savez, c'est des discours qui ne sont pas très bien appréciés. Je pense tout de même que la remise aux normes de la route nationale eût été un investissement de loin préférable et beaucoup plus efficace. Et puis entre nous, il m'arrive moi aussi, nous avons beaucoup de goût aux relations transfrontalières, de discuter avec les Aragonais. Allez, là aussi, il m'a semblé discerner, plus que discerner, voir quel est leur point de vue. Et ils nous reprochent beaucoup plus de ne pas être au rendez-vous sur la liaison routière. Ça ne veut pas dire qu'il faille mettre en place une autoroute, loin de là. Mais en tout cas, ils cultivaient beaucoup plus d'espérance dans ce domaine. Et je crois que, et nous en parlerons avec le président Rousset, notamment à l'occasion de la mise en place des futurs contrats de plan, notre pays ne peut pas rester avec des routes nationales dans cet état. Je parle de la 134. Et qui plus est, en tant que président du département, nous en supportons les conséquences parce que la circulation prend des itinéraires palliatifs qui sont souvent des itinéraires départementaux. Nous venons, nous les départements, sur nos financements, au secours des insuffisances de l'État. Puisque vous parlez des routes départementales, un mot sur ce projet de réglementation et de diminution, de limitation de la vitesse à 80 km/h. Vous acceptez ce projet proposé par le Premier ministre ? Écoutez, de mon initiative, bien entendu, je n'aurais jamais imaginé ce projet, mais entre nous, je pense que ça vaut le coup de regarder, ça vaut le coup de mesurer. Vous serez prêt à tenter l'expérience ? Il n'y a pas de quoi, comment dirais-je, faire la révolution dans ce pays. Il y a d'autres sujets, passer de 90 à 80. Prenons la mesure des choses et nous verrons. Un mot de politique dans cette émission, politique réelle. On a parlé d'Emmanuel Macron, bientôt élu depuis un an. François Bayrou était à ses côtés au départ. La vie politique a fait qu'il a dû s'éloigner un petit peu. François Bayrou a-t-il encore un rôle à jouer à côté d'Emmanuel Macron ? Écoutez, j'étais proche de François Bayrou lorsque les grandes décisions ont été prises sur sa candidature, sur le rôle qu'il jouerait. Et j'ai vécu, là aussi, des moments politiques intenses. Je faisais partie de ceux qui considéraient que lorsqu'il fallait choisir, rappelez-vous quand même la période de turbulence que nous avons vécue, il convenait pour nous, en tout cas c'était mon point de vue, pour le MoDem, de jouer à côté, avec ceux dont les valeurs se rapprochaient le plus des nôtres. Les valeurs du président Macron, la valeur européenne. Rappelez-vous, très peu de candidats en parlaient. Les valeurs, voyons, comment rafraîchir un peu l'activité économique sans s'écarter de l'objet social dans ce pays. Nous avons trouvé dans le discours de Macron, en tout cas c'était mon point de vue, des choses qui étaient très intéressantes. Et je le dis, par différence avec tous les autres programmes. Je dis bien par différence avec tous les autres programmes. J'en viens à la question que vous me posez. Moi, je crois toujours quand même en politique. On dit souvent que l'élection à la présidence de la République, c'est la rencontre d'un peuple avec un homme à un moment donné.
je crois à la vertu des valeurs et je crois au fond des discours et de la pensée et de la volonté de ceux qui veulent prendre le flambeau de ces responsabilités. Et pour en revenir à François Bayrou, moi je travaille avec lui à ses côtés depuis très très longtemps. On ne sait d'ailleurs jamais trop expliqué sur, comment dirais-je, la nécessité de se rapprocher, d'être très solidaire. Tout ça pourquoi? Parce que nous étions convaincus de la force des valeurs que nous défendions. Être européen aujourd'hui, je ne sais pas si on aura le temps, probablement pas, de parler d'immigration, de toute une série de sujets. L'enjeu européen, ça va rester un enjeu fondamental. Comment dirais-je, réconcilier l'impératif économique avec l'obligation sociale? On entend souvent des discours, alors tout dans un sens, tout dans l'autre. Je pense que François Bayrou, qu'on le veuille ou pas, malgré les aléas de la vie publique, de la vie politique, a toujours été porteur de ses convictions. A-t-il encore un rôle à jouer au niveau national? Ne serait-ce qu'au niveau du portage de ses idées. Doit-il revenir au gouvernement, par exemple? Il a un rôle à jouer. Après tout, je ne sais même pas si l'occasion lui en sera fournie. Ce que je sais, il n'a pas été candidat aux législatives. Il a préféré rester à la ville de Pau. Il s'y était engagé. Et il défend, je puis vous l'assurer, il défend avec beaucoup de ferveur les principes, les idéaux. Et je sais que ces principes et ces idéaux passent avant un portefeuille qui, par définition, est éphémère. Monsieur Labarrère, que j'ai beaucoup apprécié dans le temps, disait que la qualité d'un ministre, c'est de devenir très rapidement un ancien ministre. Je le dis en plaisantant, mais je sais que les convictions de Bayrou passent, de mon point de vue, dans son esprit, bien avant des sollicitations ministérielles. On a plein de thèmes à aborder dans cette émission, c'est une certitude. Un mot encore sur le MoDem. Étant donné ce que représente le MoDem sur l'échiquier politique, est-il suffisamment respecté dans la vie politique française aujourd'hui? Écoutez, il aura fallu cet épisode pour qu'il le soit davantage. Il aura fallu cet épisode pour qu'il retrouve une place qu'il n'aurait jamais dû abandonner. Moi, j'ai vécu mon engagement politique de cette façon. Je sais d'expérience que des valeurs d'exigence, de très haute exigence, que des valeurs qui ne sont pas forcément électoralement porteuses sur le moment, mais dont on sait qu'elles sont fondatrices d'avenir. Je sais que le MoDem a porté certaines de ces idées, alors que, pour employer un terme qui n'est pas de mise commercialement, ça ne passe pas trop dans l'opinion. Le MoDem retrouve une place qui est naturelle et qui est normale. Il a été au centre, vous savez, parmi les grandes ambitions du MoDem, rassembler les gens qui ont des points de vue communs sur la gestion des affaires. Moi, je sais d'expérience que sur beaucoup de dossiers, je le vis au quotidien au niveau de la gestion d'un conseil général. Il n'est pas difficile d'avoir l'acquiescement, l'approbation de nos composantes politiques. Lorsqu'il faut passer aux grandes décisions, à ce moment-là, les convictions sur des grands dossiers s'effondrent devant les disciplines de parti. Le MoDem a toujours combattu ça. Et je pense que c'est une bonne chose. Et la contribution du MoDem à la vie publique est une belle contribution. Une information importante de ces derniers jours, émouvante également, l'organisation indépendantiste basque ETA a annoncé sa dissolution début mai. Je rappelle que ETA a été créé en 1959 et qu'il y a eu 829 morts. Cette annonce est importante évidemment. Elle vous inspire quoi comme réaction? De l'émotion, je vais en dire deux mots, tiens, puisque vous m'y invitez, et une interpellation personnelle. J'habite en Pays Basque. Je me suis dans mon passé très impliqué à essayer de régler les problèmes du Pays Basque de France. J'avais monté il y a 20 ans le Conseil des élus, le Conseil du développement. Mon objectif était d'aboutir, je l'ai bien côté français, à une espérance de réconciliation entre des fractions politiques, entre des acteurs qui ne se parlaient pas, et nous y sommes arrivés. Donc j'ai mon idée, j'ai ma lecture de ces choses-là. Actuellement, pour répondre à votre question très précisément, dans mon esprit, le challenge principal, allez, je m'aventure à le dire, ce n'est pas la paix. Nous sommes en situation de paix. Le challenge principal, c'est la réconciliation. Des hommes et des femmes qui ont beaucoup souffert de plusieurs années de terrorisme. Donc il faut que nous mettions tout en œuvre en direction de la réconciliation. Et s'agissant de la nouvelle de l'ETA, je m'interroge sur deux ou trois choses qui ne sont pas des points de détail. S'agit-il d'une dissolution? S'agit-il d'une démobilisation? Le mot a été prononcé. J'ai vu que l'ETA, qui bien entendu a beaucoup évolué, que l'ETA demandait pardon. Absolument. Aux victimes, sauf à celles d'entre elles qui étaient impliquées dans le conflit. Lisez bien, lisez bien.
je ne condamne pas ce que dit l'ETA, ça m'interroge. Je ne pense pas qu'il puisse y avoir, et je vais vous dire pourquoi, qu'il puisse y avoir du pardon à plusieurs vitesses. L'acte de l'ETA est fondamental, il est très important, il a besoin d'être précisé dans les mots, parce que les mots ont toute leur signification. Et s'agissant du processus de paix, puisqu'il y a eu plusieurs événements locaux, moi je vais vous dire, ce processus de paix, pour moi, c'est le challenge, c'est donc la réconciliation, puisque le reste, et je sais d'expérience, que les processus de réconciliation ne supportent pas de la récupération politique ou de l'instrumentalisation politique. Je sais que ces tentatives de rapprochement ne s'accommodent pas de surmédiatisation. Et troisièmement, je sais que ces processus de réconciliation ne s'accommodent pas d'attribution pour des fractions, pour des mouvements ou d'autres, de la responsabilité de déboucher sur une belle pacification. Donc, je suis, moi, pour ma part, beaucoup plus enclin à du travail de fond, à du travail de longue haleine, très respectueux. Vous imaginez les fractures qu'il y a eu, plus de 800 morts d'un côté, et je sais ce que pensent les victimes. Ne tombons pas dans l'instrumentalisation, ne tombons pas dans la surmédiation. Vous êtes prudent par rapport à cette annonce. Vous attendez de voir quelles sont les déclarations. S'agissant de l'ETA, que les mots soient précisés. Que les mots soient précisés, et j'attends que l'ETA dise dissolution. Et par rapport donc à toutes les initiatives qui sont engagées, moi je demande simplement, étant donné qu'il s'agit d'un débat, vous n'imaginez pas l'intimité de ce débat, dans l'esprit, dans le cœur des gens. Il y a des centaines et des centaines de familles qui ont été touchées, qui ont été meurtries. Moi je pense qu'il faut continuer cette lutte, et je m'y emploierai, mais en évitant bien entendu la surmédiatisation dont on a vu qu'elle pouvait prendre le pas sur le fond du problème. Autre thème dans cette émission, Nicolas Hulot a annoncé sa volonté de réintroduire 2 ours dans les Pyrénées, côté Pyrénées-Atlantiques, cet automne. Partagez-vous l'ambition, le souhait de Nicolas Hulot? Ça fait partie des choses sur lesquelles, voilà, je n'approuve pas tout, je suis très réservé là-dessus. Je suis très réservé, vous savez. Moi, je considère que la nature fait bien les choses lorsqu'elles doivent se faire. S'il n'y a pas d'ours chez nous, c'est que les populations ursines, d'ailleurs, elles se sont déplacées vers la partie est des Pyrénées. Il y a des populations ursines chez nous, mais elles n'existent pas. Je ne pense pas que les bergers aient tiré sur les ours et aient attenté à la vie des populations ursines. Naturellement, notre territoire n'est plus un territoire très favorable. Simplement, ce que je dis, pour bien connaître la montagne pyrénéenne des Pyrénées-Atlantiques, pour bien connaître les populations, notamment de bergers, nous avons la chance. Nous sommes, la région des Pyrénées où il y a le plus de densité en termes d'agriculture et de pastoralisme. C'est chez nous que ça se passe, c'est pas ailleurs. Donc on ne travaille pas chez nous comme on travaille ailleurs. Je considère que ceux qui font la vie en zone de montagne, notamment les bergers, attendent et devraient avoir d'autres signes du gouvernement sur leur propre devenir, sur le développement de leur situation et les facilités qu'on devrait leur donner. Vous faites le choix de l'homme plutôt que de l'ours. Je considère que cette initiative de l'État aurait dû, au préalable, s'accompagner de beaucoup d'autres signes de volonté de défendre les populations de bergers, plutôt que d'arriver maintenant avec cette initiative sur l'ours. Nous arrivons au terme de cette émission. J'aimerais quand même qu'on aborde un autre thème important dans votre département, c'est le rugby, et notamment le rugby basque. Comment jugez-vous la saison des 2 clubs basques? Je parle là de l'Aviron Bayonnais et du Biarritz Olympique. Est-ce que cette saison n'est pas un peu trop chaotique, et pas uniquement sur le terrain? En tout cas, moi j'aimerais... je puis vous assurer que cette saison nous en procurait des émotions. Pas toujours bonnes, bien entendu. Les clubs que vous évoquez ont connu dans des situations de crise. Moi, je crois que dans cette affaire-là, il faut savoir ce que nous souhaitons. Si on cherche à être compétiteur dans le top 14 avec les niveaux de budget que l'on connaît, avec les pratiques usuelles, notamment en termes de mercato que l'on connaît, avec la qualité des installations qu'il faut, à ce moment-là, je pense que l'existence de l'eau de club ne nous permettra pas d'atteindre le niveau, à supposer qu'on le souhaite. Moi, je le souhaite. Donc vous souhaitez une fusion des 2 clubs? Moi je souhaite une fusion des 2 clubs parce que je crois que la vie de notre rugby en Pays Basque, on pourrait se contenter de la pérennisation. Je pense que la vie de notre rugby tient aussi par l'image, par la façade d'un grand club en Pays Basque.
Nous avons en matière de formation, des outils exceptionnels, la volonté, la capacité des gens de chez nous à pratiquer ce rugby, mais que voulez-vous Alors derrière la fusion, parce qu'il nous reste 30 secondes pour conclure, concrètement pour que cette fusion réussisse, existe, qu'est-ce qu'il faut? Puisqu'on voit bien qu'il y a depuis quelques années des oppositions, depuis même très longtemps, qu'est-ce qu'il faut pour passer ce pas et ce cap? La critique est aisée, l'arrêt difficile, là aussi. Qu'est-ce qu'il faut? Je pense que les initiatives qui ont été prises, étant donné qu'il y avait véritablement une ferveur bouillonnante au niveau de chacun des deux clubs, ces initiatives doivent se développer d'abord par de la réflexion, par du partage de la réflexion, par de l'appropriation qui n'a jamais eu lieu, d'une façon méthodologique et pédagogique complètement différente. Je crois que pour vous allez œuvrer dans ce sens. Vous allez œuvrer dans ce sens pour... En tout cas, c'est ce que je ferai. Il m'est arrivé dans ma vie, pas à des niveaux identiques, mais d'essayer de cultiver des consensus. Je crois savoir comment ça se passe. Il faut réfléchir collectivement. Il faut savoir comment dirais-je. Faire en sorte que des projets aussi difficiles soient appropriés par les interlocuteurs. On ne demande pas à des interlocuteurs d'approuver alors qu'ils n'ont jamais participé à une réflexion. C'est bien noté, Jean-Jacques Lasserre. Merci d'avoir participé à Dimanche en politique. Dans quelques instants, le flash de la mi-journée et puis la suite de Dimanche en politique avec Francis Letellier. Excellent après-midi.